Le directeur a ordonné à un garçon noir de jouer du piano pour l'humilier. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute l'école. L'air à la cité des Peupliers sentait la terre mouillée après la pluie et l'espoir différé. C'était un quartier où les rêves étaient cousus à la main, rapiécés avec la résilience de ceux qui avaient appris tôt que la vie ne donnait rien gratuitement. Louis connaissait chaque fissure des trottoirs irréguliers, chaque graffiti délavé sur les murs, chaque visage fatigué qui, malgré tout, trouvait la force de sourire. Sa maison, un petit refuge de 2 pièces, était réchauffée par l'amour inébranlable de sa grand-mère, Jeanne. Jeanne Turner avait des mains qui racontèrent des histoires sans avoir besoin de mots, des callosités qui parlaient d'années à nettoyer les maisons des autres, des doigts qui trouvaient encore la délicatesse pour repasser la seule chemise habillée de Louis ou pour pétrir la pâte du pain aux œufs qui était le luxe du petit déjeuner. Elle était le roc, le phare, la mélodie constante dans la vie de Louis depuis que sa mère était partie trop tôt, emportée par une maladie insidieuse, et son père, son père était une absence qu'il n'avait jamais connue. Le piano, au sous-sol, n'était pas seulement un instrument, c'était un portail. Vieux, donné par une patronne de sa grand-mère, avec des touches jaunies et quelques-unes désaccordées, il gardait la magie que Jeanne, une musicienne autodidacte, avait transmise à son petit-fils. Là, dans le silence humide du sous-sol, Louis, depuis l'âge de 7 ans, trouvait son refuge. Chaque note était un soupir, une larme, un cri silencieux contre la dureté du monde extérieur. La musique n'était pas un passe-temps. C'était le langage de son âme, la seule façon de se sentir vraiment libre. Jeanne voyait le don de son petit-fils, quelque chose de pur et de puissant qui ne tenait pas dans les limites de la cité des Peupliers. Quand elle apprit le programme de bourse du lycée des Cimes Bleues, une école d'élite connue pour former la crème de la société, elle vit une lueur d'espoir. Elle remplit les formulaires avec la difficulté de quelqu'un qui n'était pas habitué à la bureaucratie, enregistra une vidéo tremblante de Louis jouant au sous-sol et l'envoya, plus avec foi qu'avec espoir. La lettre d'acceptation arriva un jour gris, mais elle illumina le petit appartement comme un soleil. Jeanne pleura, des pleurs mêlés de soulagement, de fierté et d'une pointe de peur de l'inconnu. « Tu iras loin, mon garçon », murmura-t-elle en le serrant fort, « beaucoup plus loin que moi. » Mais ses yeux expérimentés voyaient aussi les ombres. « Il y aura des gens qui ne te comprendront pas, Louis, des gens qui te regarderont de haut. Ne laisse pas cela te changer. » Le premier jour d'école au lycée des Cimes Bleues fut un test de résistance pour Louis. En franchissant les portes de l'école, il sentit le poids d'être dans un endroit où il ne semblait pas appartenir. Les couloirs étaient larges et lumineux, mais pour lui, chaque pas était une bataille contre l'insécurité. En entrant dans la salle 2B, le silence fut presque assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers lui, comme s'il était une interruption indésirable. « Ah, ça doit être le boursier », murmura une élève du premier rang sans aucune pudeur. Le professeur, sans même lever les yeux, désigna le fond de la salle, indiquant où Louis devait s'asseoir. Il s'y rendit, se sentant invisible et en même temps exposé. Pendant les cours, Louis resta silencieux, notant tout dans son cahier tout en essayant d'ignorer les commentaires méchants qui l'entouraient. « Regarde ses chaussures. Il est venu, en bus. Imagine sa maison. » Les mots étaient tranchants, prononcé avec une cruauté naturelle qui le faisait se recroqueviller encore plus sur sa chaise. À la récréation, Louis chercha un refuge dans la cour, loin des regards curieux. Il s'assit sous un arbre, ouvrit le déjeuner que sa grand-mère avait préparé avec tant de soin et tenta de se perdre dans ses pensées. Mais la tranquillité fut interrompue par une voix grave qui le fit sursauter. « Tu joues d'un instrument ?» demanda le directeur, M. Leclerc, surgissant soudainement. Louis se retourna, surpris, fixant l'homme grand et à l'expression sévère. « Je joue un peu de piano », répondit-il, ne sachant pas à quoi s'attendre de cette approche inattendue. Le directeur haussa un sourcil, comme si l'idée qu'un garçon comme Louis puisse jouer du piano était absurde. « Intéressant », dit-il d'un ton que Louis ne sut interpréter. Et puis, sans plus de mots, le directeur s'éloigna, laissant Louis avec un sentiment de malaise et de doute. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Louis décida de ne rien raconter à sa grand-mère. Il ne voulait pas l'inquiéter. Au lieu de cela, il se réfugia au sous-sol où le vieux piano l'attendait. Les touches jaunies et désaccordées produisaient encore de la magie sous ses doigts, un talent que sa grand-mère lui avait enseigné avec amour et dévouement. Là, dans cet espace exigu et silencieux,
Il se sentait entier, loin des regards jugeurs et des mots cruels. Le lendemain matin, la professeure entra dans la salle avec une annonce qui prit tout le monde par surprise. Il y aurait un spectacle, de talent le vendredi, et le directeur, M. Leclerc, avait suggéré que Louis ouvre l'événement avec une performance au piano. La nouvelle fut accueillie par un mélange de stupéfaction et de moquerie. Sérieux, se moqua Clément, l'un des élèves les plus populaires, héritier d'une chaîne de restaurants. Ça va être hilarant, dit une fille, applaudissant avec sarcasme. J'espère que le piano est assuré, commenta un autre, provoquant des rires. Louis sentit son visage brûler de honte et de colère. Ce qui aurait dû être une opportunité se transforma en une blague publique. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Louis était perdu dans ses pensées. Il envisagea de refuser l'invitation, mais se souvint alors des paroles de sa grand-mère. « Tu as un don, mon enfant, un don que personne ne peut enlever. » Avec ces mots résonnant dans son esprit, il prit une décision. S'il voulait rire, qu'il rît. Mais il ne monterait pas sur cette scène la tête basse. Le vendredi arriva avec un ciel nuageux, reflétant le climat de tension qui planait sur Louis. Dès le matin, l'école était plus bruyante que d'habitude, avec des murmures et des plaisanteries résonnant dans les couloirs. Certains élèves prévoyaient d'enregistrer la performance, certains d'avoir quelque chose de drôle à partager. À 18 heures, l'auditorium était presque plein. Des parents bien habillés, des professeurs et des élèves attendaient avec impatience le début du spectacle. L'auditorium du lycée des Cimes Bleues était vaste et imposant, un endroit où l'on s'attendait à des applaudissements pour les enfants d'hommes d'affaires, pas pour les petits-enfants de femmes de ménage. Dans les coulisses, Louis sentait ses mains moites. Il portait la seule chemise habillée qu'il avait, repassée avec soin par sa grand-mère, et des chaussures empruntées à un voisin. Ses doigts tremblaient, mais son esprit s'accrochait à la seule certitude qu'il avait. Quand il serait devant les touches, tout prendrait sens. Le directeur, M. Leclerc, monta sur scène pour ouvrir l'événement. Son discours était rempli de phrases toutes faites sur la diversité et l'inclusion, mais pour Louis, il sonnait creux et condescendant. Et pour commencer notre soirée de « talent avec quelque chose de différent », dit le directeur, lançant un regard chargé de sarcasme. « Nous avons un numéro spécial. J'invite sur scène notre nouvel élève, Louis Turner. » Louis monta sur scène, chaque pas semblant peser des tonnes. Le microphone grésillait et le piano brillait sous la lumière chaude. Il s'assit, ajusta le banc, respira profondément, ferma les yeux et commença à jouer. Les premières notes étaient douces, presque timides, mais elles se répandirent bientôt dans la salle, transformant les rires en silence. Il jouait avec son âme, chaque note une histoire, chaque accord, une réponse silencieuse aux provocations qu'il avait affrontées. Les conversations cessèrent, les sourires disparurent, et les mains auparavant prêtes à enregistrer s'arrêtèrent en chemin. C'était comme si le temps s'était arrêté. Quand il eut fini, il y eut une seconde de silence absolu, puis un seul applaudissement retentit, venant d'une dame au 3e rang, les yeux embués. Bientôt d'autres suivirent, et sans avertissement, tout l'auditorium se leva. C'était une émotion que personne n'avait prévue. Louis descendit de scène le cœur battant. Ce n'était pas de l'euphorie, c'était du soulagement. Pour la première fois, il sentait qu'il avait parlé et qu'il avait été entendu. À la sortie de l'auditorium, certains parents s'approchèrent pour le féliciter. Des professeurs vinrent lui serrer la main. Même des élèves qui s'étaient moqués auparavant semblaient déconcertés. C'était comme si, pendant quelques minutes, tout le monde avait vu Louis tel qu'il était vraiment. Le lendemain de la présentation, l'atmosphère au lycée des Cimes Bleues était différente. Il n'y avait pas de fête, ni de déclaration publique, mais les regards avaient changé. Il n'était plus de mépris, mais de curiosité et de respect. Beaucoup de ceux qui s'étaient moqués de Louis le regardèrent maintenant avec incertitude, comme s'ils réévaluaient leurs propres attitudes. Clément, l'un de ceux qui s'étaient le plus moqués, croisa Louis dans le couloir et, pour la première fois, ne dit rien. Il baissa simplement les yeux, signe que quelque chose avait changé. Dans la salle des professeurs, le sujet était unique. « Vous avez vu le talent de ce garçon ?» disait le coordinateur scientifique. « L'école doit encourager cela, lui donner de l'espace », ajouta Madame Lefebvre, la professeure de littérature. Le directeur, M. Leclerc, cependant, restait silencieux. L'épisode de la présentation l'avait frappé de manière inattendue. Il était sûr que Louis échouerait,
ou du moins, livrerait une performance médiocre. Le plan était de l'exposer, de l'humilier subtilement et de renforcer son image d'élève inadapté. Mais maintenant, le garçon avait gagné le respect, et cela le dérangeait. Lors de la réunion d'équipe cet après-midi-là, alors que tout le monde louait la performance de Louis, le directeur interrompit « Ce n'était qu'une présentation, restons concentrés sur le programme pédagogique. Ces moments émotionnels sont passagers. » La phrase tomba comme une pierre. Madame Lefebvre, qui jusqu'alors s'était contenue, répondit « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Leclerc, ce qui s'est passé hier n'était pas seulement un moment émotionnel, c'était un tournant. » Les jours suivants, Louis commença à être remarqué, mais il ne cherchait pas le protagonisme. Il continuait de s'asseoir au fond, faisait ses devoirs, évitait les confrontations, mais en lui, quelque chose avait déjà changé. La honte avait fait place à la confiance. Le doute était devenu certitude. Un jour, au milieu du cours d'histoire, la porte de la salle s'ouvrit et un employé entra avec une enveloppe. C'était pour Louis. Il l'ouvrit lentement, curieux, et ses yeux s'écarquillèrent en lisant. C'était une invitation à participer à une audition au Conservatoire des Arts, l'une des institutions musicales les plus respectées de la région. Madame Lefebvre elle-même avait indiqué son nom sans le prévenir auparavant. Elle voulait voir jusqu'où son talent pouvait aller. À la récréation, elle s'approcha et expliqua « J'ai vu quelque chose en toi que je ne vois pas souvent. Cela ne peut pas mourir ici, Louis. Tu mérites plus. » Il sourit pour la première fois depuis longtemps, un sourire le cœur léger. Mais ce que ni lui ni elle ne savaient, c'est que le directeur était attentif à chaque pas, et il n'était pas disposé à perdre le contrôle de cette narration. Dans les coulisses, M. Leclerc commençait à être dérangé par l'admiration que le garçon gagnait, et quand les hommes de pouvoir se sentent menacés, ils réagissent souvent de la pire des manières. La nouvelle de la présentation de Louis se répandit rapidement dans les couloirs du lycée des Cimes Bleues comme un secret mal gardé. Des bâtis puissances, élèves qui l'ignoraient auparavant, le saluaient maintenant d'un signe de tête, reconnaissant une force silencieuse. Cependant, dans les coins où les yeux adultes n'atteignaient pas, les blagues survivaient encore, maintenant plus déguisées et venimeuses. « Génie du piano, hein ?» se moqua l'un des garçons de l'équipe de basket quand Louis passa devant le vestiaire. « Tu vas jouer à la mi-temps du prochain match ?» Louis continua simplement de marcher, non pas parce qu'il n'entendait pas, mais parce qu'il avait appris très tôt que, parfois, le silence est la meilleure réponse pour ceux qui ne veulent que provoquer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les faux sourires n'étaient pas seulement parmi les élèves. Dans le bureau du directeur, M. Leclerc était plus inquiet que jamais. Depuis la nuit de la présentation, son autorité était remise en question. Des professeurs commencèrent à proposer des activités plus inclusives. La coordinatrice pédagogique suggéra de créer un espace musical permanent à l'école. Des parents envoyèrent des messages louant le nouvel élève, et pour aggraver les choses, le nom de Louis était maintenant fréquemment mentionné lors des réunions, comme exemple de talent, de dévouement et de dépassement. C'était une menace. Leclerc, habitué à contrôler l'environnement avec des discours préparés et des règles strictes, voyait maintenant sa narration lui échapper. Le garçon qu'il avait l'intention de ridiculiser était devenu un symbole de quelque chose de plus grand, et cela le rendait furieux. Un jeudi après-midi, Leclerc appela Madame Lefebvre pour une conversation privée. « Vous êtes très impliqué avec le nouvel élève, Louis, » dit-il les bras croisés. « Oui, je le suis. C'est mon devoir d'éducatrice de reconnaître et d'encourager les talents, » répondit-elle fermement. « Talent ou distraction, » rétorqua-t-il. « Nous ne pouvons pas permettre que l'école devienne le théâtre d'un spectacle émotionnel. Cela détourne l'attention des résultats. » Elle respira profondément. Ce qui s'est passé cette nuit-là était réel. C'était vrai. Ce n'était pas un spectacle. C'était de la vraie éducation, monsieur. Le directeur resta silencieux pendant quelques secondes avant de conclure. « J'espère juste que vous savez à qui vous donnez trop d'espace. Parfois, les gens s'emballent pour peu et sont déçus peu après. » C'était une menace déguisée, mais la professeure ne se laissa pas intimider. Pendant ce temps, Louis suivait sa routine avec discipline. Il commença à répéter pour l'audition au conservatoire. Le soir, après avoir fait ses devoirs, il descendait au sous-sol de la maison pour pratiquer sur le vieux piano désaccordé. Chaque répétition était une rencontre avec son histoire. Il jouait avec le souvenir de sa grand-mère,
lavant des vêtements au milieu de la nuit, avec la douleur des blagues qu'il avait entendues et avec l'espoir de pouvoir changer quelque chose, ne serait-ce que de l'intérieur. Un matin, il fut surpris par une invitation inattendue. L'école avait ouvert des places pour un nouveau groupe de talents avec des présentations mensuelles, et lui, bien sûr, fut désigné par Madame Lefebvre. « Tu vas accepter ?» demanda-t-elle, avec un léger sourire. « Je ne sais pas encore, » répondit-il sincèrement. « Je ne veux pas devenir un spectacle. » Elle acquiesça. « Mais parfois, Louis, il faut se montrer pour que le monde apprenne à voir. » Louise y pensa pendant des jours. Accepter signifiait s'exposer à nouveau, affronter de nouveaux regards, de nouveaux jugements. Mais cela signifiait aussi résister et transformer. À la bibliothèque, en lisant sur des compositeurs qui avaient affronté des guerres, la pauvreté et le rejet, il réalisa quelque chose. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas gagné seulement par talent, mais par courage. Le courage de continuer, même quand tout semblait les pousser au silence. Et c'est là qu'il décida. « Je vais jouer, mais je veux que ma grand-mère soit présente », dit-il à la professeure, certain de sa décision. « Ce sera un honneur de l'avoir avec nous. » La même semaine, M. Leclerc apprit l'invitation et l'intention de Louis de se produire à nouveau. Son malaise se transforma en action immédiate. Le lendemain, Louis fut appelé au bureau du directeur. Le directeur le reçut avec un sourire forcé, les yeux froids. « Félicitations pour l'invitation à te produire à nouveau, Louis, » commença Leclerc, la voix onctueuse. « Mais je veux que tu comprennes, nous réorganisons les événements de l'école. Il n'y aura pas de place pour les répétitions, tu sais. Nous devons donner des chances à d'autres élèves. » Louis déglutit. Le message était clair. Une interdiction déguisée en règle. « De toute façon, » continua le directeur, d'un ton condescendant qui fit monter la colère de Louis pour la première fois, « tu peux assister en tant qu'invité. Parfois, il est bon de connaître sa place. » Louis ne répondit pas. Il quitta simplement la pièce, le menton haut, la colère bouillonnant sous sa surface calme. Dehors, il rencontra Madame Lefebvre. « Il t'a dit qu'il n'y aurait plus de présentation, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, lisant l'expression dans les yeux du garçon. « Oui, » répondit Louis, la voix étranglée. « Il a menti. » Madame Lefebvre posa sa main sur son épaule. « La présentation aura lieu, Louis, et tu joueras. » Là, dans ce couloir silencieux, Louis comprit. La lutte n'était pas seulement la sienne. C'était la lutte de tous ceux qui, à un moment donné, avaient été réduits au silence, parce qu'ils étaient différents. Il ne pouvait pas reculer maintenant. Le directeur avait essayé de le faire taire, mais sans le savoir, il lui avait juste donné une raison de plus de jouer, une histoire de plus à raconter avec ses mains. La prochaine présentation ne serait pas seulement sur la musique, elle serait sur la résistance. Ces mots résonnaient en Louis dans les couloirs du lycée des Cimes Bleues, dans les regards de travers, dans les faux sourires, sur la scène où ils avaient essayé de faire de lui une blague. Il n'était pas seulement un talent, il était une histoire, une lutte, un amour transformé en son. Et peu importe à quel point ils essayaient de le faire taire, il savait, tant qu'il aurait ses touches à jouer, tant que sa grand-mère serait dans le public, rien ne pourrait l'arrêter. Mais il y avait ceux qui n'étaient pas prêts à accepter cela. Monsieur Leclerc, le directeur, était la personnification de cette résistance. Vu par beaucoup comme respectable, avec son costume impeccable et son discours poli, il était maître dans l'art de l'exclusion subtile. Il ne criait pas, n'offensait, pas ouvertement. Ses armes étaient le mépris voilé, l'omission stratégique, les regards qui disaient « tu n'appartiens pas ». Son pouvoir venait de la peur qu'il inspirait, de la commodité des parents, de l'apathie des élèves. Madame Lefebvre, professeure de musique depuis 18 ans, connaissait les rouages du lycée des Cimes Bleues. Elle avait déjà vu le schéma des élèves des quartiers périphériques qui disparaissaient, des boursiers talentueux ignorés, des plaintes d'inégalité qui se perdaient dans des malentendus. Leclerc savait se protéger, masquant l'exclusion comme une adaptation à l'environnement institutionnel. Mais l'arrivée de Louis, son talent indéniable et l'impact de sa musique brisa la façade. Pour la première fois, un élève hors norme gagnait en visibilité par mérite, non par charité. Cela démantelait la logique de Leclerc et, pire, faisait douter professeurs et élèves. La nouvelle que la direction régionale de l'éducation ferait une visite surprise au lycée des Cimes Bleues tomba comme une bombe. C'était un audit de routine, mais pour le directeur Leclerc, cela représentait une menace imminente. Il savait que l'école était sous surveillance,
surtout après les récents événements impliquant Louis. Les jours précédant l'audit, Leclerc était visiblement nerveux. Il parcourait les couloirs à pas pressés, essayant d'effacer toute trace d'irrégularité. Il modifia des rapports, réécrivit des emails et fit retirer du matériel de la salle de musique. Pour la première fois depuis des années, sa confiance semblait ébranlée. La présence de Louis à l'école avait déclenché une série de questions sur la gestion de Leclerc. Des professeurs commencèrent à parler du manque de soutien aux élèves boursiers et des pratiques exclusives qui semblaient être la norme. Le directeur, habitué à contrôler l'environnement avec des discours préparés et des règles strictes, voyait maintenant sa narration lui échapper. Pendant ce temps, Madame Lefebvre était déterminée à profiter de l'opportunité de l'audit pour exposer les injustices qui avaient été masquées pendant des années. Elle rassembla des documents, des témoignages et de petits registres qui montraient un schéma d'exclusion voilée d'élèves issus de minorités ou bénéficiant de bourses. Elle parla avec d'anciens élèves, chercha d'anciens procès-verbaux et trouva des mentions oubliées de réunions où des décisions suspectes avaient été prises. La tension à l'école était palpable. Leclerc savait que tout faux pas pourrait être fatal pour sa carrière. Il tentait de maintenir une façade de contrôle, mais les murmures dans les couloirs et les conversations entre professeurs indiquaient que quelque chose était sur le point de changer. La visite de l'audit était prévue pour la semaine suivant la présentation de Louis. Leclerc savait qu'il devait agir vite pour maintenir sa position. Il convoqua des réunions d'urgence, essayant de s'assurer que tout le monde était aligné avec sa version des faits. Mais la vérité était que le contrôle qu'il chérissait tant lui échappait. L'école était à un point d'inflexion. La présentation de Louis avait allumé une flamme de changement, et l'audit était l'occasion parfaite pour que ce changement se concrétise. Leclerc était conscient que son avenir dépendait de ce qui se passerait dans les jours à venir, et cela le rendait inquiet. La décision prise, Louis commença à se préparer pour la nouvelle présentation. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à montrer son talent et à honorer le soutien de sa grand-mère et de Madame Lefebvre. Les nuits au sous-sol devinrent son refuge où il pouvait jouer sans peur, laissant ses émotions s'exprimer à travers les touches usées du piano. Pendant ce temps, l'école était en ébullition. La nouvelle que Louis se produirait à nouveau généra une vague d'attente et de résistance. 2 jours avant l'événement, le directeur Leclerc convoqua une réunion d'urgence, alléguant un manque de structure et un conflit d'agenda, et annonça que l'événement « Voix de l'école » était temporairement suspendu. L'école se divisa. Des professeurs protestèrent, des élèves commencèrent à s'organiser en petits groupes, et la coordinatrice pédagogique confronta directement le directeur, exigeant des explications écrites. Personne n'avait jamais fait cela auparavant. Le même jour, Madame Lefebvre entra dans la salle de classe les yeux pleins d'indignation. « Nous allons maintenir la présentation, avec ou sans scène, avec ou sans le soutien de la direction. »« Mais comment, professeur ?» demanda un élève. « On improvise dans la cour, sur la pelouse, sur le terrain de sport, où que ce soit, mais ça aura lieu. » C'est ainsi que l'événement prit une autre tournure. Le même après-midi, des élèves collèrent des affiches improvisées dans les couloirs. « Vendredi, 18h, sur la pelouse. Voix de l'école. » Ce n'était plus seulement une présentation, c'était un manifeste. Le mouvement parvint aux oreilles des parents. Certains se mobilisèrent, d'autres remirent en question la direction. La visite de l'audit régional, qui devait avoir lieu quelques jours plus tard, intensifiait le climat tendu. L'école était au bord de la rupture. Le jour de la présentation, le ciel était clair. Des chaises furent tirées, un microphone emprunté fut installé par un professeur de physique, et la vieille mais fonctionnelle enceinte était prête. À 17h45, Louis arriva avec sa grand-mère. Elle portait sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales à l'église. Ses yeux parcouraient cet espace avec fierté. « J'ai dit que je serais là », lui murmura-t-elle en souriant. Le piano fut placé au centre de la pelouse, prêté par une école de musique partenaire. Les élèves commencèrent à se rassembler, les professeurs restèrent debout à observer, et des parents apparurent. De loin, depuis le balcon du 2e étage, le directeur Leclerc observait en silence, les bras croisés, n'en croyant pas ses yeux. Louis s'assit au piano, regarda le ciel, ferma les yeux et joua. Cette fois, il n'y avait pas de scène, mais il y avait de la vérité. Les notes résonnèrent sur la pelouse comme si le temps s'était arrêté.
Chaque mélodie était une réponse, chaque accord, un cri silencieux. Et quand la dernière note retentit, il n'y avait plus une seule personne assise. Tous étaient debout, applaudissant, émus, transformés. Le silence oppressant de cette école avait été brisé, et le son qui le remplaça était celui de la liberté. Ce vendredi soir-là, la pelouse du lycée des Cimes Bleues fut le théâtre de quelque chose que personne n'oublierait jamais. Ce ne fut pas seulement une présentation, ce fut une réponse. Ce fut la transformation de la douleur en art, du préjugé en admiration, de la solitude en appartenance. Quand Louis eut fini de jouer, il y avait des larmes dans les yeux de beaucoup. Des parents qui auparavant remarquaient à peine sa présence le regardaient maintenant avec respect. Des élèves populaires qui se moquaient en secret, applaudissaient sans gêne. Des professeurs émus échangèrent des regards complices. Ils assistaient à un moment historique. Mais pour Louis, le plus important était de voir sa grand-mère dans le public, souriant fièrement, les yeux brillants de ce mélange de joie et de soulagement que seuls ceux qui ont beaucoup lutté comprennent. Après la présentation, Madame Lefebvre, la voix étranglée par l'émotion, invita Louis à dire quelques mots. Il hésita, la timidité toujours présente, mais sentit qu'il devait parler. Il regarda la foule, les visages attentifs, et trouva sa voix. « Je voulais juste vous remercier de m'avoir écouté », commença-t-il, la voix basse mais ferme. « Je n'ai jamais joué pour être meilleur que quiconque. Je voulais juste montrer que nous avons tous quelque chose à dire, même quand ils essaient de nous faire taire. » Il fit une pause, l'émotion visible dans ses yeux. « J'espère que personne d'autre ici n'aura à traverser ce que j'ai traversé, mais si cela arrive, qu'il trouve quelqu'un prêt à écouter. » À l'approche de l'audit, l'école était dans un état d'attente silencieuse. Madame Lefebvre, déterminée à rendre justice, finalisa le dossier qu'elle préparait. Il documentait les pratiques exclusives et les décisions administratives irrégulières qui avaient nui à tant d'élèves au fil des ans. Le jour de l'audit, 2 inspecteurs arrivèrent à l'école et furent accueillis par la directrice adjointe. Leclerc, essayant de garder son calme, les conduisit à son bureau pour une longue et sérieuse conversation. Pendant ce temps, la tension dans les couloirs était palpable. Professeurs et élèves attendaient avec impatience le dénouement. Madame Lefebvre, avec le soutien de quelques collègues, remit le dossier aux inspecteurs. Il contenait des témoignages d'élèves et d'anciens élèves, des documents montrant un schéma d'exclusion et des lettres de parents qui avaient tenté, sans succès, d'obtenir de l'aide pour leurs enfants. La vérité, auparavant étouffée, prenait maintenant la parole. Après la réunion, une enveloppe blanche fut laissée sur le bureau de Leclerc. C'était la notification officielle de sa suspension temporaire. La nouvelle se répandit rapidement dans l'école. Certains professeurs se regardèrent en silence, d'autres soupirèrent de soulagement. Des élèves chuchotaient dans les couloirs. Le directeur était tombé. Enfin, justice. Louis, qui était dans la cour en train d'étudier avec sa grand-mère, à ses côtés, fut informé par Madame Lefebvre. « Il a été suspendu, dit-elle. Et maintenant ?» demanda Louis, regardant le ciel. « Maintenant, l'école respire différemment, » répondit-elle avec un sourire. Les jours suivants, la directrice adjointe assuma temporairement la gestion. Une femme discrète, mais sensée, qui réactiva immédiatement le projet Voix de l'école, comme partie intégrante du calendrier permanent de l'institution. Elle ouvrit également les inscriptions pour de nouveaux groupes d'art, de musique et de débat sur l'inclusion et le respect. Louis fut invité à intégrer la commission culturelle de l'école. « Moi » demanda-t-il surpris. « Tu représentes exactement ce que cette école doit être à l'avenir » répondit la directrice adjointe. Madame Lefebvre fut promue coordinatrice pédagogique et son action fut fondamentale pour la transformation qui commençait. Pendant ce temps, le processus contre l'ancien directeur se poursuivait en secret, mais le mal était déjà fait. Leclerc avait perdu le soutien des parents, le respect de ses collègues et l'admiration des rares qui le considéraient encore comme une autorité. Et le plus symbolique de tout, il fut renversé non par un scandale, mais par un garçon assis au piano. Un garçon qu'il avait essayé d'utiliser comme une blague, mais qui, avec courage et dignité, transforma l'humiliation en exemple. Des mois s'étaient écoulés depuis la présentation sur la pelouse du lycée des Cimes Bleues et l'école était méconnaissable. Les couloirs, auparavant silencieux, étaient maintenant des espaces d'expression et de créativité. Les murs, auparavant neutres,
affichait des posters avec des photos d'élèves participant à des projets artistiques, culturels et sociaux. Au centre de cette transformation se trouvait Louis. Il n'avait jamais cherché à être le centre de l'attention, mais son talent, son humilité et la façon dont il avait affronté l'injustice inspirèrent tous ceux qui l'entouraient. Le garçon qui avait été humilié publiquement était maintenant une référence de dépassement à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. L'invitation à l'audition au Conservatoire des Arts n'était que le début. Louis fut accepté, reçut une bourse complète et, avec le soutien de l'école et de la communauté, commença à suivre des cours du soir de théorie musicale, d'harmonie et de composition. Les week-ends, il se produisait lors de petits événements, en ville, dans des églises, des centres culturels et des festivals scolaires. Partout où il y avait un piano, il était là, non pas pour la scène, mais pour les gens, pour le pouvoir que la musique a de toucher les âmes. Chaque fois qu'il le pouvait, il emmenait sa grand-mère. Elle était la première à arriver et la dernière à partir, toujours les yeux pleins de fierté et le cœur débordant d'amour. Jusqu'au grand jour. Le lycée des Cimes Bleues, rénové et dans une nouvelle phase, décida d'organiser un événement de fin de semestre avec la participation spéciale d'anciens élèves et de boursiers distingués. Louis, désormais de plus en plus reconnu, fut invité à clôturer la soirée. La scène était montée dans l'auditorium principal, le même où, des mois auparavant, il avait été appelé avec dérision. Mais cette fois, l'invitation était différente. C'était une reconnaissance, un règlement de compte avec l'histoire. L'endroit était bondé. Parents, élèves, professeurs et invités occupaient chaque siège. Au premier rang, avec un mouchoir plié sur ses genoux et une robe bleu marine, se trouvait Jeanne, la grand-mère de Louis. Quand il monta sur scène, le public se leva par respect. Il n'y eut ni sifflement, ni cri, juste un silence révérencieux. Le genre de silence que l'on entend devant quelque chose de sacré. Louis respira profondément, ferma les yeux et joua. Mais cette fois, ce n'était pas une mélodie triste, ce n'était pas un cri, c'était une célébration. Les notes dansaient joyeuses, vivantes, pleines de lumière. C'était comme s'il racontait au monde avec ses mains tout ce qu'il avait surmonté, les humiliations, les préjugés, les larmes cachées sur l'oreiller, les jours de silence, les nuits au sous-sol avec sa grand-mère. À la fin, une pause. Louis se leva, regarda le public et fit une légère révérence. Applaudissements debout de tous. C'était le son de la justice, le son de la dignité, le son de la victoire. Du sous-sol, où il avait appris à jouer avec ses petites mains, jusqu'à la scène, où il montra au monde qui il était vraiment. Louis avait achevé son voyage, et plus que cela, il avait ouvert la voie à d'autres, comme lui, pour qu'ils puissent rêver sans peur, car au final, sa plus grande réussite n'était pas une bourse ni une scène, ni des applaudissements. C'était de prouver que personne n'est invisible quand on a le courage d'être entier. Après la présentation, le lycée des Cimes Bleues continua de prospérer sous la nouvelle direction. La directrice adjointe, désormais titularisée, mit en œuvre des changements significatifs qui favorisèrent l'inclusion et la diversité. Le projet Voix de l'école devint un événement régulier, célébrant les talents de tous types et origines. Louis, désormais une figure respectée, fut invité à participer à diverses initiatives culturelles et éducatives. Il devint un mentor pour d'autres élèves boursiers, partageant son expérience et les encourageant à poursuivre leurs rêves, quels que soient les obstacles. Madame Lefebvre, promue coordinatrice pédagogique, continua de lutter pour un environnement plus juste et accueillant. Elle établit des partenariats avec des conservatoires et offrit des cours de musique bénévoles aux élèves à faible revenu, garantissant que le talent ne serait jamais étouffé par le manque d'opportunités. Pendant ce temps, l'ancien directeur, Leclerc, faisait face aux conséquences de ses actions. Le processus contre lui révéla un schéma de discrimination et d'exclusion qui ne pouvait plus être ignoré. Sans le soutien des parents et des collègues, il se retira du milieu éducatif, sa réputation irrémédiablement ternie. Pour Louis, la musique restait sa passion et son refuge. Il se produisait lors d'événements en ville, portant toujours le message que l'art peut être un puissant outil de changement. Sa grand-mère, toujours à ses côtés, voyageait avec lui pour chaque présentation, sa fierté évidente dans chaque sourire et applaudissement. L'héritage de Louis au lycée des Cimes Bleues fut profond. Il ne changea pas seulement la perception de ses camarades et professeurs,
mais inspira également une nouvelle génération d'élèves à croire en eux-mêmes et à lutter pour leurs droits. Son histoire de dépassement devint un exemple de la façon dont le courage et le talent peuvent transformer même les situations les plus difficiles. Et ainsi, le voyage de Louis, qui commença par une simple invitation à jouer du piano, se transforma en un puissant récit de résistance et de triomphe. Il prouva qu'avec détermination et soutien, il est possible de défier les attentes et de créer un impact durable dans le monde qui nous entoure. Si l'histoire de Louis vous a ému et que vous croyez au pouvoir du dépassement, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Et si vous connaissez quelqu'un qui a également défié les attentes et surpris le monde par sa force, partagez-le dans les commentaires. Célébrons ensemble ces parcours de courage et de transformation,